Bonjour tout le monde, ici Vincent Fournier. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, j'ai le grand privilège de m'entretenir avec un entrepreneur d'expérience doté de qualités créatives tout autant que d'un grand sens des responsabilités. Un homme qui au quotidien prend soin de la santé financière et du bien-être de ses clients. C'est un homme simple, un homme bienveillant, un homme jovial qui est animé par un grand désir de faire une différence auprès des familles vivant des difficultés financières. Il est comptable professionnel agréé et le président fondateur du groupe Leblanc Syndic et de dette.ca. Pierre Leblanc, bonjour. Hey, salut Vincent, comment ça va? Ça va bien? Et toi? Très bien, très, très, très bien. Merci d'accepter l'invitation à venir discuter sur le podcast de Propulser vos affaires. Hey, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Si je peux être utile à quelqu'un, moi, ça me fait vraiment plaisir. Pierre, je parlais d'entrée de jeu que tu étais le président fondateur du groupe Leblanc Syndic et de dette.ca. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que le groupe Leblanc Syndic et dette.ca? Oui, ce qu'on appelait anciennement un syndic de faillite, aujourd'hui, un syndic autorisé en insolvabilité. Oui. On a changé le titre, le surintendant des faillites nous a changé de titre pour tout mélanger tout le monde essentiellement. Mais essentiellement, notre rôle, c'est d'aider les gens qui ont des difficultés financières à pouvoir s'en sortir et repartir à zéro. Souvent perçu comme étant une grande honte, un grand moment d'hésitation. Souvent, les gens prennent 6 mois, 2 ans avant de oser prendre la décision de consulter. Ils ont peur. Euh, je compare ça souvent à aller voir le médecin. Là. Avoir peur des fois qu'il nous dirait que c'est grave. Des fois que. Puis finalement, on rencontre le médecin et il dit hey, juste une prescription, 2 semaines, tu vas être réglé. Hein? Juste ça. Ben, c'est à peu près ça que notre clientèle vit, disant hey, ça fait 6 mois, 2 ans que je stresse, j'angoisse, je ne file pas bien. Ah, puis c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Là. C'est pas plus. Voyons, il y a quelque chose, il y a une astuce, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Voyons. Ah ouais, j'ai tout stressé ça, tout ce temps-là pour ça. C'est ça la réalité. Ça fait qu'on est dans un domaine où souvent les gens pensent qu'on est là pour la vision d'un syndic, c'est on est quelqu'un de méchant, de désagréable, qu'on est là pour faire des saisies, confondre avec le huissier qui est là pour représenter la banque. Tandis que nous autres, notre rôle, c'est de les aider à pouvoir mettre le meter à zéro, repartir à zéro, puis de recommencer à croire dans l'avenir. C'est complètement différent. Justement, on se rend compte qu'il y a une perception qui est peut-être différente d'insolvabilité, de faillite, appelons-la comme on veut. Mais pourquoi au Québec, parce que je pense que c'est noté, c'est notable au Québec, pourquoi on a cette image tellement négative des syndics et de la faillite? C'est encore perçu très, très honteux. Mhm. Ça vient probablement là, à quelque part de notre éducation, Ouais. même si nous autres, aux alentours de 50 ans, l'éducation religieuse, on ne peut pas se vanter d'avoir trop été souvent à l'Église, de trop avoir pratiqué, règle générale de la majorité de nous. Oui. Par contre, on a été élevé par des parents ou des grands-parents qui ont eu un impact. La religion a quand même eu un impact sur notre culture. Au Québec, c'est encore mal perçu sous de l'argent. Il y a encore des phrases, né pour un petit pain, ces choses-là. Il faut se placer qu'on a commencé à être propriétaire, les francophones, les Québécois, juste à la fin des années 60, début 70 de nos domiciles. Mhm. On a commencé à être entrepreneur dans les années 70. Avant ça, c'était des anglophones qui dirigeaient les entreprises. C'était un cadre différent. Notre relation avec l'argent était mal vue. On avait une perception que d'être riche, c'était mauvais. Puis bon, si on regarde tout ce qui est soap, toute émission de télévision, n'importe quoi, Ouais. les méchants sont toujours riches, les bons sont toujours pauvres. De la même façon que le corps arrière du football ou la pitoune de cheerleader, c'est la bitch. Puis la toutoune, puis le lait, il est bien fin. Bien, il y en a des deux bords qui ne sont pas fins, qui sont fins. Là. Mais on réunit tous les préjugés ensemble, puis on a cette tendance-là. Puis dans notre éducation, nos parents n'ont pas eu d'éducation économique.
Ils n'ont pas pu nous le transmettre. Si on regarde à l'école secondaire, il n'y a pas vraiment eu de cours d'économie. Ou très peu. Très peu. Et ceux qui en ont eu, le cours n'était peut-être pas toujours pertinent parce que celui qui l'enseignait, le professeur, n'était peut-être pas un expert dans la matière. Si lui ne faisait même pas de budget parce qu'il ne jugeait pas d'en avoir de besoin. Si on ajoute ça à une classe de 15, 16, 17 ans qui, c'est complètement abstrait, ils s'en foutent, tout ce qu'ils veulent, c'est une note. Ils veulent réussir le cours pour avoir la note. Ils ne sont pas en train de faire le cours dans l'idée, hey, ça va me servir pendant les 60 prochaines années. Ils le font parce que vendredi, j'ai un examen sur le sujet. Fait qu'ils s'en foutent, ils le font en fonction d'eux. C'est une fois qu'on est rendu sur le marché du travail qu'on réalise que hey, j'aurais peut-être dû, pour ceux qui ont eu des cours, le concentrer un peu plus, le comprendre un peu plus. Mais on est combien encore aujourd'hui qui a de la misère à comprendre l'effet des intérêts, le coût des intérêts, une carte de crédit à 20 si on fait juste le paiement minimum, c'est le double. Exact. Tout le monde sait qu'une hypothèque, on va rembourser le double sur 25 ans, mais ça, il n'y a pas de trouble. Une carte de crédit, c'est la même chose en faisant pas minimum. La nuance, on achète une paire de jeans hier à 100 $, puis on va payer 200 sur 25 ans. On y passe, on y passe 2 fois. C'est ça. On y passe 2 fois. Pour avoir, moi aussi, comme tu sais, travaillé pendant quelques années dans le domaine financier, effectivement, l'éducation financière est à faire, mais je vois la lumière au bout du tunnel. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont plus allumés. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus prêts à s'intéresser et à comprendre cette réalité-là. Les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui qui montent sont très allumés. Donc, on peut s'encourager de ce côté-là en disant que l'éducation financière, je pense que on voit la lumière au bout du tunnel, puis on pense. Est-ce que c'est davantage une question de compréhension réelle chez les jeunes de la portion économique? Mm-hmm. Je ne suis pas certain. Par contre, ils ont des valeurs fondamentales que les jeunes d'aujourd'hui ressemblent à quelqu'un qui a 70-80 ou pense à qualité de vie, veulent réaliser leurs rêves, veulent à 70, 60, ils parlent de « je l'ai mérité ». Mais ils se sont privés toute leur vie. Tandis qu'à 20 ans, aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à penser « moi, je n'ai pas envie de scraper les 40 prochaines que je ne sais pas si je vais les vivre pour faire comme la personne âgée, puis là, OK, je vais commencer à vivre. » Fait qu'ils ont une belle valeur à travers ça, c'est qu'ils sont peut-être, sur certains aspects, certains, moins axés consommation, mais un peu plus axés sur c'est quoi que je veux réellement. Sur plaisir. Si c'est une maison, c'est une maison, mais si c'est voyager, c'est voyager, mais ils sont prêts à voyager avec un sac à dos pendant 3 mois. Mais ils vont s'imposer le sacrifice de je vais vivre avec peu d'argent, avec peu, pendant 3 mois, pendant 1 an, 2 ans, pour pouvoir faire mon voyage que ça ne me coûtera pas cher, mais je vais partir 2 mois, 3 mois. Ce que moi, personnellement, je n'aurais jamais osé faire. Je n'aurais jamais été capable de refuser 1 heure de travail pour dire, hey, peut-être l'année prochaine, je pourrais voyager. Hey, non, écoute, on me donne 1 heure de travail. Non, puis la relation avec l'international n'était pas ce qu'elle est non plus. Sortir de notre patelin était peut-être un petit peu plus complexe. Imagine sortir du pays. Aujourd'hui, je pense que cette ouverture-là. On avait une zone qui ressemblait au coin de rue. Les amis étaient autour du parc, qu'on était là. Puis en vieillissant, nos amis étaient encore dans cette zone-là. Puis on allait peut-être à 3 km rendu avec un permis de conduire, mais notre zone était très petite. Exact. C'est quand même ça. Tu l'as dit tantôt, le métier de syndic n'est pas, en toute honnêteté, par tout respect, le métier le plus sexy au monde. Hein? On va dire les vraies affaires. On s'entend qu'il y a des choses plus agréables à aller visiter qu'un syndic. Une agence de voyage, hors COVID, pas mal plus intéressant qu'un syndic. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais comment Pierre Leblanc, comptable agréé professionnel, décide dans son parcours de devenir syndic? C'est quoi le parcours de Pierre Leblanc? Écoute, moi, c'est le parcours complètement atypique. Parce que à 6-7 ans, là, ma mère me disait toujours, t'es bon en maths, tu vas faire un comptable. T'es bon en maths, tu vas faire un comptable. Hey, j'étais quand même très bon en français. Là. Mais oui, j'avais une très grande facilité en mathématiques. J'ai grandi avec
cette idée-là que j'allais devenir comptable. Rendu secondaire 4, le temps de faire les choix, j'ai hésité entre le droit et l'informatique. À l'époque, on commençait à avoir des ordinateurs dans les écoles. Finalement, dernière minute, j'ai toujours rêvé d'être comptable. Je me suis inscrit pour aller en comptabilité. Mais tout jeune, quand je voulais être comptable, ma vision, c'était d'avoir mon bureau. J'avais ma vision, c'était d'être chez nous, d'avoir un horaire flexible à quelque part, puis d'aider le monde qui n'avait pas les moyens de se payer un comptable. Ça, c'est ma vision là, quand j'étais petit. Puis après ça, en devenant comptable, j'ai réalisé que c'était juste pas possible, cette vision-là, telle quelle. Je suis devenu comptable. L'idée de pouvoir faire les horaires que je voulais en disant quand il fait beau, tu ne travailles pas, il fait mauvais à la fin de semaine, tu travailles plus. Ça va tant que tu n'as pas une vie sociale, tu n'as pas une vie familiale, tu n'as rien autour et que tu n'embarques pas dans le marché du travail qui te disent écoute, tu commences, Pierre, à 9 h, tu finis à 5 h, mais ça se peut que tu fasses 2-3 heures d'overtime à tous les soirs, pas rémunéré, mais si ce n'est pas toi qui le fais, taux de chômage, tu as 20 on va en trouver un autre. Tu vas le faire. C'était ça au début 90, quand 92, quand j'ai commencé un bureau. Je n'ai jamais appliqué dans un bureau de syndic. J'aurais peut-être même jamais appliqué dans un bureau de syndic parce que ma vision, c'est la même que la majorité des gens disaient un syndic, c'est comme un croque-mort, c'est quelqu'un qui veut tes biens. Tout ça, là, je l'avais moi avec. Là. Sauf que j'ai envoyé mon CV dans une compagnie que, dans l'intervalle, la compagnie cherchait un assistant contrôleur. J'avais fait mon bac, profil CMA, comptabilité de management. J'ai envoyé mon CV là. La banque avait, en bon français, tiré à la plug. Le syndic qui était séquestre là-dedans avait fait venir le courrier au bureau, ce qui est quand même pas si courant que ça dans le type de dossier que ce bureau-là faisait, de réacheminer le courrier, mais il y avait beaucoup de comptes à recevoir. Mon CV s'est retrouvé sur le bureau du syndic. Leur comptable avait lâché la job comme 3 semaines, 1 mois avant. Il était en train de faire son annonce en presse pour aller chercher un comptable. Mon CV est arrivé, il m'a appelé. On s'est bien entendu en entrevue. La seule différence, c'est que lui, il cherchait quelqu'un à temps partiel. Puis moi, pour avoir mon titre comptable, ça me prenait un job à temps plein. Fait qu'on a réussi un terrain d'entente parce qu'il me payait mon salaire à temps partiel en me donnant un horaire à temps plein. Mais face à part, c'est quand même à peu près ça qui est arrivé. Je disais d'entrée de jeu que tu étais créatif. On vient d'en avoir une preuve. C'est ça. Mais j'avais absolument besoin, moi, pour avoir mon CMA, que ça soit du temps plein. Fait que je préférais faire du temps plein, même qu'un salaire moindre, que de toute façon. Fait que tout de suite, j'ai commencé là. Après 2 semaines, m'embarquer sur un mandat. Rapidement, j'ai pris la piqûre, je me suis mis à aimer ça. Je travaillais avec 3 syndics qui avaient 3 approches totalement différentes, 3 individus différents. Mon réel mentor avait peut-être 39 ans de plus que moi. Wow. Fait que moi, j'ai probablement permis de prolonger sa carrière de quelques années parce que j'étais le jeune qui checkait tout, qui checkait les détails, cette affaire-là. Puis lui, il m'a permis de lancer ma carrière de façon foudroyante. Parce qu'à chaque fois qu'il me présentait une de ses références, c'est hey Jacques, je te présente Pierre, écoute, je ne suis pas au bureau, n'importe quoi, tu peux parler avec Pierre. C'est pareil comme parler. Excuse, mais. Puis, on a 39 ans d'écart, j'ai 1 an, 2 ans d'expérience. Il y en a 30. Il y a 40 ans d'expérience, pas tout à fait, là. Mais c'est de même que j'ai commencé. J'ai eu mon CMA à l'époque, qui est CPA aujourd'hui, fusionné. Ouais. Après ça, j'ai étudié pour obtenir ma licence. Puis, je n'ai jamais regretté parce que le rêve d'enfant d'aider le monde, bien, finalement, il y en a qui croient en Dieu, croient en l'univers, croient en n'importe quoi, demander, recevoir n'importe quoi, mais je ne savais pas comment que ça s'appelait. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait juste dit hey Pierre, tu es trop innocent, là. Tu ne sais pas comment que ça s'appelle. Ton CV que tu as envoyé à 800 places, je le prends, je vais aller le porter, moi, dans les mains d'un bureau de syndic. Un comptable qui aide le monde qui n'a pas les moyens de se payer un comptable, ça s'appelle un syndic. Je vais l'emmener ton CV, je vais aller le porter pour toi. C'est à peu près ça qui est arrivé. Tu sais. Oh, j'adore ton langage coloré. J'adore. Pierre,
Juste pour aider les gens qui nous écoutent, là, parce que bon, il y a quand même un jargon dans le domaine financier, là. On ne passera Oui, pas à travers tout ça, là, mais on l'a parlé tantôt. On a parlé d'insolvabilité, de faillite. On entend beaucoup parler de proposition de consommateur, de dépôt volontaire, d'entente avec les créanciers. Rapidement, là, es-tu capable de nous expliquer c'est quoi la différence entre tout ce que je viens de dire là pour qu'un enfant de 2-3 ans puisse comprendre, là, parce qu'effectivement, des fois, c'est un peu complexe pour tout le monde. oui. Essentiellement, on essaie de se garder ça là, le plus simple possible. Souvent, les gens ont tellement peur de venir consulter, ils ont tellement peur de faire faillite, ils ont tellement peur de se faire annoncer que c'est un cancer incurable. Ouais. Puis qu'il n'y a absolument rien à faire, qu'il étire, il étire, il étire, il étire, il étire. Fait qu'en venant consulter un syndic, pour avoir l'heure juste sur c'est quoi la situation aujourd'hui, c'est quoi les alternatives, c'est quoi les options globalement. Puis plus vite qu'on y va, ben c'est la même chose que le médecin, plus vite qu'on y va, plus vite qu'il peut juste nous dire hey, prends ce petit médicament-là, c'est réglé, ou fais juste changer ton alimentation, ou ça va être relativement simple. On n'est pas obligé d'aller à une opération cœur ouvert, tout ça. C'est le même phénomène à ce niveau-là. Après ça, quelqu'un qui doit de l'argent, qui a des dettes. Souvent, ce qui dérange le plus le budget, la capacité, c'est une multitude de versements à faire avec l'effet des intérêts qui est tellement élevé qu'on ne peut pratiquement pas arriver puis de voir, on arrive juste, on est là. Puis à la seconde, il y a une petite malchance, une petite bad luck, oups, ça remonte. Et le solde baisse presque pas. Si on regarde un état de compte de carte de crédit, là, depuis quelques années, les banques sont obligées de l'indiquer. C'est souvent 25, 30 ans, 50 ans. Le plus long que j'ai vu, c'est même 352 ans, même moi, 345 ans, une affaire comme ça. Les 80 ans, j'en ai vu souvent. Wow. Fait qu'en faisant le paiement minimum, puis payer pendant 25-30 ans, le solde ne baisse presque pas. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de possibilité d'effacer ça. Et encore moins de possibilité de commencer à engranger un peu, mettre de l'argent de côté pour économiser, pour réaliser soit des rêves ou payer notre retraite, avoir de l'argent pour la retraite. Là, parce que ce soit à 50, 60, 70, 80 ou 120 ans, un jour, on va vouloir ralentir. Fait que ça va prendre de l'argent. Là, la proposition va justement permettre de dire je suis pas capable de payer 30 000 plus les intérêts, qui vont peut-être me donner 60 sur 25 ans. Mais selon mon budget actuel, je suis capable de payer, disons, 12 000 200 par mois pendant 5 ans. Okay. Ça, c'est faisable. Ça rentre dans mon budget, ça rentre dans mes capacités. Je n'ai pas fait faillite, mais j'ai donné 200 pendant 5 ans au lieu de payer 60 000 pendant 25 ans. Grosso modo, la proposition permet de faire ça. Parfait. Tandis que la faillite, puis elle permet de conserver tous les biens, toutes ces choses. La faillite, elle, est un peu plus radicale. On arrive, on dit, OK, je dois 30 000, je dois 20 000, je dois 10 000, mais ça n'arrive pas avec mon budget. Ça n'arrive juste pas. Et même de tenter de faire une proposition, je vais me saigner. Je n'arriverai pas à payer le montant que les créanciers pourraient vouloir dans le cadre d'une proposition, dans une entente. Bien, je vais faire faillite. Je vais éliminer toutes mes dettes. S'il y a certains actifs qui sont saisissables, puis règle générale, la majorité des gens, il n'y a presque pas de biens qui sont saisis. Là. La très grande majorité des gens, il n'y a rien qui est saisi. Fait ils perdent absolument rien, sauf peut-être leur dossier de crédit, qui de toute façon est soit déjà entaché ou s'ils sont déjà stressés par comment je fais pour rembourser mes dettes, bien, ça ne serait juste pas viable de dire OK, je rajoute 2 000 5 000 10 000 de crédit. Je suis déjà stressé avec le montant que je dois, avec les intérêts. Bien, je ne peux pas en rajouter puis penser que je vais m'en sortir mieux après, là, à moins d'une situation que les revenus augmentent substantiellement, des choses du genre. Fait que la faillite permet de dire je dois ce montant-là, je ne suis pas capable de le rembourser, je reconnais être incapable, j'ai besoin qu'on reparte le limiteur à zéro. Puis en repartant le compteur à zéro, bien là, je vais pouvoir regarder vers l'avenir avec enthousiasme, avec une certaine forme de plaisir, puis dire OK, je recommence à rêver. Je peux recommencer à penser à prendre ma retraite. Je peux recommencer à penser à aller au restaurant. Je peux recommencer à penser à soigner mes proches. Bien, la faillite
c'est une grosse, grosse, grosse libération pour les gens. Là. C'est un soulagement incroyable au niveau du fardeau de tout traîner ça. Là. Donc, si je comprends bien, là, sans nécessairement rentrer dans les détails comme je te disais, là, mais vraiment, le volet du syndic a une approche conseil. Vous n'êtes pas là juste pour dire on tire, excuse-moi l'expression, mais on tire la plug, bon, on part à zéro. Il y a quand même une approche conseil, il y a une évaluation et vous êtes là pour ça, pour aider les gens à ne pas se retrouver dans des situations trop ardues. Et comme tu disais, ben, il vaut peut-être mieux aller consulter plus tôt que tard. Ah, exact, exact. Là. Notre rôle d'abord, c'est trop souvent, les gens viennent nous voir. C'est dommage. La solution est juste là. Parce que les gens ont soit réemprunté, ont déjà topé, ont déjà maximisé. Il n'y a plus de place. Ils ont étiré ils ont fait le paiement sur la carte de crédit, mais en sortant plus d'argent sur une autre carte. Fait que le montant que peut-être la première fois qu'ils ont eu le flash, ça n'arrive peut-être pas. Le solde était peut-être, mettons, 10 000. 2 ans après, le solde est peut-être rendu à 20 000 parce qu'ils ont tenté de s'en sortir, puis ils ont réussi à pelleter par en avant. Ils ont toujours réussi à faire les paiements, mais en allant chercher du crédit supplémentaire et non pas en profitant davantage nécessairement de la vie. Puis là, vient le temps aussi de s'imposer une vie de moine. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais arrive un temps que fuck it. Là, on a besoin de dépenser, besoin de quelque chose. Oups, on vient de ramener en arrière de 3 mois, 4 mois. Ce qui est juste humain. Là. Les gens qui ont choisi une vie de moine sont dans un monastère, sont bien dans ce style-là, mais quand on vit au Québec, généralement, c'est pas ça qu'on. Disons que les tentations sont un peu plus grandes. Et c'est pour ça que quand je parlais en introduction de ta mission, où je te disais, ben, peut-être tes gens, tes clients au niveau de la santé financière, mais également du bien-être, ce que tu es en train de me parler, c'est qu'au-delà des chiffres, il y a l'humain en arrière. C'est un peu ce que tu es en train de dire. Ah, la portion, je pense qu'un syndic se concentrerait strictement sur les chiffres. Les Ouais. chiffres, c'est froid, là. C'est plate. Surtout quand ce n'est pas les noms. Quand on fait des mathématiques au secondaire, c'est super froid. Quand on regarde un budget que ce n'est pas le nôtre, c'est super froid, c'est facile, c'est mathématique, c'est cartésien, ça arrive pas. C'est plus, c'est dans le moins, c'est simple. Par contre, quand c'est notre budget, nous autres, on doit nous-mêmes dire hey, j'arrive pas, là. Il va falloir que je coupe. OK, mais je coupe dans quoi? OK, là, on peut dégraisser, on peut enlever la portion qui est bon, OK, je ne voyage pas cette année. Bon, OK, ça peut être relativement facile. Relativement. Bon, ben, au lieu d'aller au restaurant manger un filet mignon, on va aller manger de la poutine. OK, ça peut être faisable. Ou je vais manger à la maison plus souvent. OK, c'est faisable. Je vais me faire mon café à la maison. OK, c'est faisable. Il arrive à un point où que même la poutine, on ne peut pas. Même quand notre enfant nous dit hey, j'ai envie de faire une activité, on ne peut pas. Quand souvent dans un couple, c'est toujours la farce que je fais un peu, mais dans le couple, on ne se parle pas toujours. Puis l'argent, on est très. C'est tabou, l'argent. On n'ose pas en parler. Même en couple, souvent, notre clientèle dit hey, ma femme, va-tu le savoir? Mon conjoint, va-tu le savoir? Je ne veux pas qu'il l'apprenne. Y a-tu moyen? Fait que déjà, des fois, les couples, ils ne veulent pas en parler. De parler de ça avec l'entourage, hey, j'arrive pas. C'est très tabou encore. Ouais. Fait que quelqu'un qui vit ça seul, en pensant qu'il est seul là-dedans, c'est difficile. Mais déjà, là, en pouvant en parler, ça ouvre là, la porte. Puis c'est juste ça qu'on fait. Pierre, On est là pour aider la personne, dire OK, voici des idées, voici des pistes. Puis on ne peut pas être expert dans tout. Fait que, non, mais tu sais, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que derrière des problèmes financiers, comme tu disais, il y a des humains, il y a une vie, il y a une certaine liberté d'être capable de faire. Et la beauté du rôle que vous avez, ben, c'est d'être capable de concilier les deux dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et c'est la raison pour laquelle, quand certaines personnes ont peut-être un peu plus de difficultés, ben, c'est peut-être de ne pas tarder à vous consulter, si je comprends bien ton message. Ah, c'est clair que notre rôle est d'abord de s'occuper de l'individu. Le côté purement financier, c'est plate, c'est mathématique. Mais la portion émotive est excessivement élevée à travers ça. Il y a une charge émotive
Ça dit OK, j'arrive peut-être pas, il faut que je consulte. Ouais. Ben, il faut qu'on Mais, s'occupe de cette mais portion-là. tu vois, juste ça, je trouve que ça vient énormément changer la perception négative du syndic de faillite ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quand même un regard intéressant de voir parce que, ben, il veut pas, tu le dis, il y a un humain derrière ce problème mathématique-là, froid qui est là. Oui, oui, puis je pense que, en tout cas, dans mon équipe, à tout le moins, il n'y a pas personne qui peut douter qu'on est tous fragiles, là. Il s'agit que l'enfant tombe malade, on tombe malade, conjoint, n'importe quoi, entreprise qui va moins bien, n'importe quoi. La nuance entre être assis sur ma chaise ou être assis en face de ma chaise Ouais. est tellement mince, là. Entre me rencontrer ou moi rencontrer un syndic, ben, on ne sait pas, là. Demain matin, j'apprends que mon enfant est super malade. Peut-être ma tête ne sera plus au bureau. Peut-être que je vais avoir à m'en occuper beaucoup. Peut-être, ou j'attrape une maladie ou quoi que ce soit, mais peut-être que le cœur ne sera plus là, une dépression, un burn-out, n'importe quoi qui fait que, oups, ça n'arrive plus. Mais la marge est très, très mince, là. Quelqu'un qui se pense complètement invulnérable à ça, ouf. Non, je pense qu'on est tous, veut pas, tu sais, ben, de toute façon, à travers la crise sanitaire qu'on traverse, veut pas, il y a aussi voyons, cette préoccupation-là qui est présente. J'aimerais ça poursuivre la discussion puis se tourner un tout petit peu vers un message aux entrepreneurs qui nous écoutent ou aux travailleurs autonomes, aux gens d'affaires. Tu es toi-même déjà un entrepreneur. Mhm. Justement, pour ne pas se retrouver dans des situations, je dirais dramatiques, hein, dans des situations dans lesquelles on est mal pris, on a des enjeux. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Pierre? Est-ce que, tu sais, on parle de santé financière. Comment on se développe une santé financière en tant qu'entrepreneur? Ouais, souvent, les erreurs communes Oui, j'ai con- que j'ai pu voir là, depuis 17 ans que je suis à mon compte, mais des entrepreneurs qui partent en affaires, puis que le rythme de vie augmente très rapidement. Que oui, ce soit le type de véhicule, la maison, les voyages. La vie personnelle prend beaucoup, beaucoup d'espace. Le budget personnel se vient de gonfler, basé pratiquement sur un cash flow il y a du cash dans l'entreprise, il y a de l'argent dans l'entreprise, puis la ballonne gonfle très rapidement sur le plan personnel, les engagements personnels gonflent très rapidement. Première chose que j'aurais tendance à penser, c'est qu'il y a moyen d'attendre 2, 3, 4, 5 ans oui. sur le plan personnel, dire hey, ça va vraiment bien, il y a vraiment des liquidités dans l'entreprise, on est vraiment solide, on ne dépend pas d'un oui, d'un non de la banque. Si jamais la banque change de perception, c'est pas grave, je n'ai pas nécessairement besoin de l'appui de la banque. Je pourrais à rigueur facilement soit revirer vers une autre banque ou financer l'entreprise moi-même. Déjà, on va éliminer une grosse, grosse, grosse partie du stress, Ouais. strictement là. Ça, c'est une des erreurs fréquentes que je vois. L'autre, simplement, c'est de ne pas comprendre ces chiffres, de ne pas connaître les chiffres. Puis c'est des gens souvent qui sont excessivement bons dans leur corps de métier, dans leur profession. Ça, là, sont excellents. Ils peuvent faire ça 60 heures semaine, mais soit qu'ils ne calculent pas assez bien pour être suffisamment rentables, Mhm. ils ne savent pas combien de profits ils ont besoin par job pour payer le rythme de vie qu'ils ont besoin ou qu'ils veulent, ou simplement, ils ne réussissent pas à comprendre toute la portion coût, coût non rattaché directement à job. Combien il y a un camion à payer, il y a un loyer à payer, il y a tout ce qui est structure fixe qui n'est pas rattaché à la vente directe. Puis là, ils ont de la misère à l'analyser et à le comprendre, là. Ils ont besoin que leur comptable, un an après l'année financière, qui a fait les rapports d'impôts, tout ça, 3, 4 mois plus tard, leur explique que finalement, l'année passée, tu as fait un profit de 20 000. Là. Ouais. Hein? Ben oui, tu as fait un profit juste de 20 000. Oui, mais ça fait qu'ils l'ont pas, ils n'ont même pas été capables de le filer comme il faut, de le sentir comme il faut, parce qu'ils n'ont pas assez d'expertise. C'est soit de développer minimalement l'expertise, il y a une expertise minimale comptable à obtenir, de compréhension de ces chiffres. Sinon, d'avoir réellement un comptable qui va Ouais. être, mais, qui va être présent, mais
Pas juste quelqu'un qui va faire la tenue de livre sans dire un mot. Un comptable qui va être là en disant Hey, hey, hey. Puis avant d'entreprendre, d'engager une dépense, même si c'est lui le travailleur, même si c'est lui le boss, même si c'est lui le Ouais. patron, se revirer vers le comptable en disant Hey, moi, si j'achète ça, là, je suis capable de le payer. J'ai-tu les fonds sur une période relativement long terme? Parce que le côté, j'achète, puis ça ne va pas dans les états des résultats, ça va au bilan. Oui, mais le cash flow vient de disparaître. Là. Quelqu'un qui finance l'équipement, qui le paye, et on vient de l'embarquer, là, on vient de monter l'endettement de l'entreprise, on vient de squeezer, puis là, il arrive le moindrement un coup dur, un client qui ne paye pas, une mauvaise créance, client qui retarde au lieu de payer après 30, 60 jours, il paye après 120 jours. Oups! On paye comment les employés pendant ces 30, 60 jours supplémentaires-là? Le loyer, on le paye comment? Puis juste à connaître ça, puis à le comprendre comme il faut, bien, des fois, c'est juste, on est capable de façon proactive de dire au banquier Hey, regarde, c'est temporaire, j'ai fait plus de ventes, puis des fois, le problème, c'est pas que l'entreprise ne va pas bien. Là. Les ventes ont doublé. Ouais. Ouais, mais les ventes ont doublé, encaissées dans 120 jours. Les coûts ont doublé tout de suite, payables aujourd'hui. Bien, à rigueur, on est capable, si on comprend bien ces chiffres, de dire appeler son banquier de façon proactive, dire regarde, ma marge de crédit, là, elle va augmenter. Peux-tu l'augmenter? Voici la situation. J'ai doublé mes ventes. Mon client, quelqu'un de super sûr, c'est le gouvernement, c'est qui que ce soit, c'est une grosse entreprise, ils sont sûrs, ils sont safe. Mais mes comptes à recevoir vont passer de 100 000 à 350 000. Mais dans 120 jours, je vais être payé puis je vais être capable de clairer. J'ai besoin d'un appui de façon proactive parce que souvent, les gens ne le sont pas. C'est trois des problématiques là, courantes qu'on voit que finalement, les gens viennent nous voir et ils ont un problème de. Soit l'entreprise est rentable, mais ils ont un sérieux problème de cash flow. Ouais. Ou ils ont une entreprise qui n'est vraiment pas rentable, mais ils ne l'ont jamais vu. Je trouve ça intéressant. Là. Je résumerai là, parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important. La santé financière, tu disais deux choses. Le premier point qui est hyper important, je pense, c'est de, je dirais, considérer notre rythme de vie. Tu sais, c'est vrai que quand on part en affaires, les choses vont bien. Bien, souvent, la courbe de dépenses va suivre la courbe de revenus. Des fois, il faut peut-être être capable de se repositionner. Puis, comme tu disais, de laisser finalement l'argent s'accumuler au sein de l'entreprise, ce qu'on appelle le cash flow ou le fonds d'urgence. Et souvent, dans ce fonds d'urgence-là, c'est là qu'on a des ressources importantes pour nous permettre effectivement de faire face aux imprévus et de poursuivre notre entreprise sur une bonne lancée. Donc, le premier point, je dirais le rythme de vie. J'ajouterais le sous-point, s'assurer d'avoir un bon fonds d'urgence. Puis le troisième point que tu as dit par rapport à tout ça, c'est connaître ses chiffres. Et moi, je dis souvent une chose, quand on est entrepreneur ou travailleur autonome, on travaille souvent dans notre entreprise parce que c'est ça notre rôle, on est dans les opérations, on veut rentrer de l'argent, on veut faire ça. On veut réussir dans notre entreprise, mais en même temps, il faut toujours être capable de prendre le recul nécessaire pour travailler sur notre entreprise. Et quand on travaille sur notre entreprise, c'est souvent là qu'on a la capacité d'avoir une vision beaucoup plus large. Et surtout, et quand je dis travailler sur l'entreprise, il faut prendre le temps quand même de regarder nos chiffres. Et c'est ça que tu disais également, le troisième point, regarder nos chiffres, notre tenue de livre. Et si, parce que je dis souvent, des fois, quand on n'aime pas quelque chose puis qu'on n'est pas bon dans quelque chose, on est peut-être mieux de le déléguer. Bien, si c'est le cas, déléguez-le à un comptable, mais assurez-vous que le comptable va jouer un peu le rôle de, excusez-moi l'expression, chien de garde autour de vous pour vous permettre effectivement de conserver cette santé financière-là et de vous amener sur la voie du succès. Exact. Ça prend quelqu'un qui va contrôler cette portion-là. Ouais. Dans notre jeune temps, c'était notre mère, généralement, pour la plupart, qui avait le contrôle financier, là, qui Ouais. souvent, elle avait le contrôle, elle fonctionnait soit par enveloppe, n'importe comment, mais elle budgétait. Elle savait, elle comptait ses scènes. Puis, ben, en entreprise, c'est pas différent. Puis, si on n'est pas bon là-dedans, qu'on n'aime pas ça, puis si en plus on est débordé dans ce qu'on fait et qu'on est bon, on est encore moins d'intérêt à regarder nos chiffres et compter. Puis bon, il y a de l'argent dans le compte, on est correct. Il y a de l'argent dans le compte, on est correct. Puis la différence de gérer sainement les finances d'une entreprise ou gérer sainement les finances personnelles sont très, très, très identiques. Dans une Ouais. PME, les deux sont souvent intercroisés. Ouais. Un va chercher dans l'autre ou ces choses-là. Ce n'est pas nécessairement des vases communicants, mais à partir du moment qu'on peut choisir
comme entrepreneur, on peut fixer notre revenu. C'est facile. Puis le côté simple, souvent, c'est qu'il y a une période, tu sais, Vincent, tu as probablement gagné 20 000 $ par année et tu dépensais 20 000. Et l'année d'après, tu as peut-être fait 22, 23. Ça a peut-être pris 2 mois, 3 mois. Puis tu dépensais 22, 23. Le 2 000, le 3 000 en question, en tout cas, moi, je me souviens très bien que le 2 000, 3 000 en question, je ne me souviens pas de l'avoir eu. Il a disparu. Puis le salaire augmente, puis il va jusqu'à doubler. Puis, on s'excite, une nouvelle augmentation, on s'excite. En 2 mois, 3 mois, on a réajusté notre rythme de vie à cette dépense-là. Bien, en affaires, c'est sensiblement la même chose. L'entreprise a des besoins. Puis nous autres, on s'en multiplie. Ça fait que là, il y a 2 sources de besoins qui grugent dans le même pot. Là. Ça fait que c'est là qu'est le danger un petit peu. Fait que de la même précaution qu'on dit au niveau familial, avoir un fonds d'urgence de 2-3 mois. Ouais. Bien, avoir un fonds d'urgence de 2-3 mois dans l'entreprise, c'est pas trop non plus. Si on regarde la dernière année, COVID, parce qu'il y a des entreprises qui ont très, très bien réussi parce qu'eux autres ont été très peu atteints ou même ça a été bénéfique pour eux. Il y en a d'autres que c'est tout le contraire, là, qui ont été durement touchés. Mais ceux qui avaient déjà de l'argent, qui avaient un fonds d'urgence, c'est des entrepreneurs aujourd'hui qui sont beaucoup moins stressés que celui que la paye de la semaine prochaine ne passait pas. Ça ne fait pas. Là. Pierre, super intéressant. Je vois le temps filer et là, on a vraiment déjà regardé 2 conseils hyper importants pour un entrepreneur, c'est-à-dire contrôler son rythme de vie. Troisièmement, avoir un bon fonds d'urgence. Deuxièmement, avoir un bon fonds d'urgence. Troisièmement, être capable de regarder ses chiffres. Et si on se retournait vers l'entrepreneur, l'humain derrière tout ça, est-ce que tu aurais 2 conseils, toi qui as quand même plus de 15 ans d'expérience comme entrepreneur, 2 conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent pour être en mesure de propulser leurs affaires dans leur entreprise? Ben, je pense que les choses qu'on néglige le plus initialement quand ça roule très, très bien, c'est les choses qu'il faut se concentrer le plus étrangement. S'assurer d'avoir une excellente énergie. Ouais. Ça veut dire alimentation, l'exercice, le sommeil, des activités, changer d'idée, ces choses-là. Parce que si on est juste 100 % d'entreprise, 80 heures semaine, on peut le faire. Mais si on fait juste manger du junk, Ouais. on ne s'entraîne pas, puis qu'on ne fait rien pour se ressourcer, là. Pas de formation de croissance personnelle, pas d'aller chercher des trucs, des astuces pour augmenter, multiplier, aller regarder qu'est-ce que d'autres industries font, puis dire, OK, ça, peut-être c'est important dans mon industrie, dans mon entreprise. Ça peut devenir très, très, très difficile sur un plan personnel. L'autre point, c'est de penser qu'on peut être bon dans tout. Puis de vouloir soit gratter, économiser, puis de vouloir tout faire, puis garder le contrôle sur tout. Puis se dire, hey, ça, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur que. Puis finalement, j'ai tout gardé. Puis en gardant tout, c'est impossible de faire 200 heures dans la semaine. Mais avec 4 employés, c'est possible de faire 200 heures. Ou 4 sous-contractants, ces choses-là. Fait qu'il y a moyen de s'entourer, puis d'aller chercher de l'aide d'experts, soit des experts, coach. Un entrepreneur, je dirais un coach. C'est peut-être quelque chose que les gens ne voient pas, mais avoir un coach, des fois, ça aide à. Il y a des choses qu'on peut parler avec le coach que fuck. Avec la blonde, la femme. Je ne peux peut-être pas lui dire que ça ne va pas si bien que ça aujourd'hui parce qu'elle va stresser encore plus. Elle va peut-être dire ah, je te l'avais dit. Hey, je n'ai pas besoin de ça. Par contre, un coach, quelqu'un qui n'a pas d'intérêt direct dans l'entreprise, qui n'a pas d'intérêt, ça peut être un avenue. J'en ai eu un pendant des années. J'ai toujours adoré ça. C'est quelqu'un qui peut aussi te faire réfléchir à hey, t'as-tu pensé à. Ou des fois, juste, il te pose 2-3 questions. On dirait que je me parle moi-même. Mais enfin, là, je prends le temps de me parler parce que d'autres fois, je ne le fais pas. Là. Fait que ça, c'est des affaires que c'est fou comment on peut aller chercher. Puis le troisième point, un peu, c'est toujours attaché à l'entrepreneur, mais dans l'entreprise, avoir des processus, avoir des idées claires, avoir des lignes, dire on a un processus pour ça.
Fait qu'au lieu de passer 2 heures, 3 heures à refaire la même chose régulièrement, ou pas être sûr que ça va être bien fait, mais une fois qu'on a un processus clair, bien établi, nous, on peut prendre moins de temps pour le faire, mais après ça aussi, on peut l'enseigner à quelqu'un d'autre de façon super simple. C'est étape par étape. Ça prend moins de temps, moins de risque d'erreur. D'une fois à l'autre, il s'améliore, il se progresse. Puis on finit que, OK, on a une banque de processus, de procédures, puis OK, il y a quelqu'un qui part, pas une catastrophe. Toi, tu t'en viens, tu prends la place, quelqu'un qui est malade, part en vacances, OK, c'est facile à compléter, à remplacer au lieu de. Au début que j'étais en affaires, quand quelqu'un partait, j'avais l'impression que c'était 40 de mon entreprise qui partait parce que tout était dans sa tête. Puis là, j'étais obligé de travailler la fin de semaine pour essayer de. Ouais, je suis supposé théoriquement parlant de le savoir. Là. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Exact. C'est plus, là. C'est tout ça. Hey, vraiment super généreux. Je les répète les 3 points, puis je vais répéter les 3 points de la santé financière par la suite parce que vraiment, tu as été extrêmement généreux avec nous. Bon, premièrement, les 3 points pour un entrepreneur. 1, ne jamais oublier de s'occuper de l'humain derrière la business. Parce que c'est ce que je dis régulièrement moi aussi. Si l'humain n'est plus là, la business va avoir de la difficulté à avancer. Donc, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Ça ne veut pas dire que par moment, vous ne pouvez pas avoir des périodes de pointe puis mettre beaucoup de temps, mais prenez soin de vous, alimentation, exercice. Donc, tu parlais de développement personnel. Bref, trouvez ce qui vous convient là-dedans, mais prenez soin de la machine derrière l'entreprise. Le deuxième point, ce que je résumerais en disant savoir s'entourer. C'est ce que je dis tellement régulièrement à mes clients. Souvent, les gens me disent, oh, Vincent, je n'ai pas les moyens de déléguer. Et souvent, ce que je dis, moi, peut-être que tu n'as pas les moyens de déléguer, mais tu n'as peut-être pas les moyens non plus de ne pas déléguer. Parce qu'à quelque part, si tu veux prendre de l'essor dans ton entreprise, ben, veux pas, tu n'y arriveras pas tout seul. Tu ne peux pas être bon dans tout. C'est impossible. Donc, prenez le temps de vous entourer, que ce soit effectivement de collaborateurs, de pigistes, d'employés ou encore, comme tu le mentionnes et que ça me fait un grand plaisir de le faire également avec mes clients, avoir quelqu'un qui vous accompagne dans cette capacité-là de vous dépasser, de passer au niveau supérieur, de faire en sorte de faire croître votre business. Et le troisième point que je trouve hyper important, documentez, écrivez vos processus, faites en sorte qu'il y a une procédure qui est en place, que vous pouvez répliquer, que vous pouvez dupliquer et que si effectivement vous avez quelqu'un qui s'en vient travailler avec vous dans l'entreprise, il n'y aura pas besoin de réinventer la roue parce que vous allez déjà l'avoir à faire. Donc, 3 conseils hyper importants pour l'entrepreneur. Et je vais revenir aux 3 conseils qu'on avait dit au niveau de la santé financière. Contrôle de rythme de vie, fonds d'urgence, et le dernier, je l'ai échappé. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ben oui, je ne peux pas l'échapper. Avoir un regard sur les chiffres comptables, d'avoir la possibilité de tout ça. Pierre, quelle générosité pendant tout ce moment-là. Si les gens veulent te rejoindre, bon, je sais que dette.ca existe, qui est le site Internet. Vous avez des bureaux à peu près partout au Québec. Est-ce que je me trompe? Oui, écoute, autant au début de la pandémie, j'avais 24 bureaux, puis on était en mode déploiement. On est en train de rechercher des locaux dans certaines villes et tout ça. On avait un plan de développement incroyable. Mon développement se faisait en nombre de bureaux. Oui. Normalement, l'année passée, on aurait fini l'année avec au-dessus de 30, puis j'avais une vision de 50 sur une période de 3 ans. On était dans la cible. La pandémie a fait qu'on a switché en télétravail obligatoire en dedans de 2 semaines. Puis aujourd'hui, le modèle télétravail convient bien. Notre clientèle apprécie de pouvoir nous parler dans l'intimité, ne pas être obligé de se déplacer, de ne pas être obligé d'ouvrir la porte, peut-être quelqu'un va nous voir, peut-être que besoin de se déplacer, faire garder les enfants, n'importe quoi. Bon. Fait que là, on est complètement en train de renverser totalement le modèle. Puis on est en train d'éliminer nos bureaux pour mieux servir notre clientèle, mieux servir nos employés aussi, en réduisant leur temps de déplacement, en réduisant le temps de déplacement de tout le monde. Puis on va continuer à moins qu'il y ait un chambardement post-pandémie qui fait que tous les gens voudraient tellement nous voir et faire des gros hugs. Mais en pratique, probablement que le modèle qu'on voit pour l'avenir, c'est de simplement être virtuel, de mieux servir tout le monde. Permettre aussi, ça veut dire à mes employés de pouvoir être en voyage, être à l'extérieur,
puis de continuer à servir notre clientèle parce que c'est possible d'être à l'extérieur. Fait que le modèle change complètement de 24 bureaux à probablement 0 dans 2 ou 3 ans, là, le temps qu'on extermine tout ça. Mais c'est un changement radical que Encore une fois, je disais au début que tu étais quelqu'un avec des grandes qualités créatives et un grand sens des responsabilités. Je pense que ce que tu viens de dire là fait état effectivement de ces points-là. Et je disais souvent ça au début de la pandémie. Faites pas en sorte que cette pandémie-là arrive et ne vous transforme pas. C'est possiblement une opportunité pour bien des gens et tu as saisi cette opportunité-là en faisant vraiment un virage à 180 degrés où tu voulais passer de 50 bureaux et maintenant, ben, tu vises à pas en avoir, mais quand même avoir un rayonnement sur tout le Québec malgré tout par le côté virtuel. Alors, Pierre, félicitations. Je le répète, les gens, si vous voulez communiquer avec Pierre et son équipe, dette.ca, DETTES.ca. Pierre Leblanc, mon ami, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Ça a été un grand bonheur d'échanger avec toi. Écoute, ça me fait vraiment plaisir. Puis si jamais quelqu'un a des questions qui ne se rapportent pas nécessairement à l'insolvabilité, mais voudrait aller un peu plus en détail sur certains points que j'ai annoncés, ça va me faire vraiment plaisir de collaborer. Merci, mon ami Pierre. Un grand plaisir. Et pour vous, à la maison, un grand merci de votre écoute. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao et vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode de Propulser vos affaires.